Donc maintenant qu'on sait que le meilleur gamma en BT709 c'est le CELOC 3, on va pouvoir le comparer avec ce qu'on a de mieux en Cinema Raw Light, c'est-à-dire le CELOC 2 en 12 bits. Et vous allez voir qu'il y a une sacrée différence. On compare le CELOC 2 en Cinema Raw Light 12 bits avec le CELOC 3, la meilleure courbe qu'on a en 8 bits. Donc ça c'est le log en Cinema Raw Light 12 bits. Les deux plans sont exposés exactement pareil, vous avez les informations en bas. Donc le CELOC 3 en 8 bits. Le CELOC 2, vous voyez que déjà on creuse quand même un petit peu plus d'informations. Regardez bien dans les noirs, par exemple, ce qui va se passer. Alors là, c'est avec la lutte, ça va être encore plus criant. La lutte de base de chez Canon, sans étalonnage particulier. Si vous regardez par exemple l'onde qu'il y a sur Thalia, en CELOC 3 8 bits, c'est pas très joli. En 12 bits CELOC 2, c'est tout de suite plus intéressant. C'est une image dont on pourra faire sans doute quelque chose en post-production. Ça se voit mieux dans le crop, je pense, encore. Alors, il y a un petit truc à noter. Vous allez peut-être voir que sur le flycase, il y a un bout de gaffeur noir qu'on ne voit pas du tout en 8 bits CELOC 3, croyez-moi, et qu'on voit même avec l'étalonnage. Je ne sais pas si on le distingue sur l'écran. Voilà, ça vous montre que ça va creuser dans les noirs. Et le CELOC 2, il va chercher 2 diaphs de plus dans les noirs. Ça veut dire qu'en fait, les ISO sous 800, c'est du gain numérique, ce qu'on appelle des exposure index. Ce ne sont pas vraiment des... Ça n'impacte pas vraiment votre RAW. Vous avez tourné à 800 ISO et vous avez appliqué un gain numérique négatif sur cette image pour descendre son exposition. Du coup, ça veut dire que en post-prod, si vous changez cette métadonnée, vous récupérez l'image jusqu'à 800 ISO comme elle était tournée en fait. Ça vous donne une grande liberté d'exposition. C'est assez intéressant. Là où ça se passe pas pareil, c'est au-dessus. C'est-à-dire que 800 ISO, c'est un ISO analogique, mais 3200 aussi, 12800 aussi. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu différent. Il y a du courant électrique qui va arriver dans le capteur et qui va changer comment il réagit à la lumière. Et vous avez peut-être entendu parler du dual ISO natif. Il y en a, par exemple, je sais pas, sur les Blackmagic, les Sony. En fait, chez Canon, ils font du multi-dual ISO natif depuis le début, un petit peu près. Ils font des caméras EOS C, quoi. C'est le fonctionnement. L'avantage du gain analogique, c'est que c'est un petit peu plus joli à l'œil que le gain numérique. Donc vous avez un système hybride qui vous offre un peu les deux voies. Une voie en exposure index et puis une voie en gain analogique. Donc les ISO en dessous de 800 fonctionnent un peu comme ça. Et vous avez d'ailleurs peut-être remarqué que ça a un impact sur la dynamique. Elle a tendance à descendre vers les basses lumières. Donc elle consacre une plus grande partie. Tandis qu'au-dessus du natif, vous avez vu, c'est toujours les mêmes nombres de diaphes qui est au-dessus du 18% grille de référence. Dès que vous êtes en exposure index, vous faites shifter, vous déplacez cette dynamique vers les basses lumières, ce qui est très bien parce que si vous voulez protéger les ombres, vous allez consacrer plus de dynamique. En revanche, si jamais vous avez des hautes lumières aussi, elles vont plus vite sortir de votre dynamique. On se passe sur le problème du média. Le premier truc évident, c'est qu'il y a un seul slot. Donc si vous voulez faire du relais carte ou sécuriser vos rushs, parce que parfois les cartes ça casse, et ça arrive vraiment, c'est pas des légendes, vous voulez sécuriser vos rushs sur un tournage, vous ne pourrez pas parce que vous avez un seul slot. C'est comme ça que la caméra marche, on n'y peut rien, mais on ne peut pas dire que c'est un avantage. Et en revanche, quand vous êtes en SD card, vous avez bien les fonctionnements classiques de passer d'une carte A à une carte B ou de copier sur la carte A et B. Donc le deuxième défaut, c'est le tarif des médias. On va voir ça après. Et tout ce qui est copier et backuper ces médias sur un tournage. Parce que ça fait quand même des données conséquentes, ça prend du temps à être copié. Si vous n'avez pas le matériel adapté, avant que la carte elle revienne dans le tournage pendant qu'elle est partie en copie pour protéger vos rushs, il va se passer un certain temps. C'est pas anodin du tout, quoi. Le prix des médias. Je vous déconseille de vous ruer sur les SanDisk. Moi, j'utilise les Hugo Disc Pro. Ça marche très très bien. Ça vaut nettement moins cher et ça fait vraiment longtemps que j'en ai et j'ai jamais eu de problème. Les Angel Bird, j'en ai entendu du bien aussi.
J'en ai pas testé personnellement, mais voilà, il y a quand même une nette différence de prix. C'est quelque chose qui est à prendre en considération, je pense. Il y a une autre solution que j'utilise aussi, parce que je vous parle que de ce que j'ai vérifié. C'est un petit boîtier qui se trouve sur eBay sous la douce marque CCTech. Je ne sais pas si ça existe vraiment comme entreprise, mais ça vaut pas bien cher. Et vous avez une fausse carte CFAS que vous allez mettre dans le lecteur, et vous allez pouvoir dans ce petit boîtier mettre un disque MSATA. Donc vous allez récupérer beaucoup de, pour pas bien cher, en tout cas vous allez récupérer beaucoup de place. Il y a un petit désavantage, c'est que la porte, il faut qu'elle ferme pour que on puisse enregistrer du RAW. Donc soyez délicat si vous utilisez cette technique-là, parce qu'une porte chez Canon, ça doit coûter un petit peu d'argent quand même, et puis ça serait dommage de ne plus pouvoir tourner parce qu'elle est cassée. C'est le câble le plus fin du marché, ce que je vous recommande là. Il y a d'autres constructeurs qui en font, mais les câbles sont beaucoup plus épais. Et je vous conseille aussi de mettre un petit bout de gaffeur si jamais vous faites un tournage, parce que si jamais le ressort de porte saute en plein milieu du plan, c'est perdu. On va regarder maintenant qu'on sait tout ça, comment on travaille pour exposer correctement son RAW. Alors déjà, on expose pour un gamma. C'est le fondamental. Et comme il n'y a pas de CELOC 2, je l'ai évoqué tout à l'heure dans la caméra, eh bien, on va exposer en CELOC 3 parce que c'est le gamma qui montrera le plus de dynamique de ce que va vous proposer le capteur de la C200. Et je vais vous montrer ce qui se passe si on ne le fait pas. Admettons que je monitore mon signal en BT709. Je vois que je suis éclaté puisque mon waveform est plein. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer. Bon, là j'ai baissé les ISO, mais j'aurais pu fermer mon diaph. Je vais fermer. Et puis là je rentre tout le monde dans ma dynamique et c'est compliqué quand même comme image. Hein. Pas inintéressant, mais c'est compliqué. Et donc je suis en train de me gaufrer tout seul parce que si j'avais monitoré mon signal en CELOC 3, ce que bien sûr j'ai fait, je vois que j'ai plein de place dans ma dynamique. Donc je peux rouvrir mon diaph ou remonter mes ISO. Et donc, franchement, on expose pour un gamma, et en l'occurrence, on va se faire livrer du RAW, on veut la meilleure dynamique possible, exposé en CELOC 3 sur votre C200, puisque c'est le gamma qui se rapproche le plus de ce que vous aurez en post-production. On va se parler un peu de post-production, et on va regarder comment ça se passe en première. Donc quand on a un rush, il y a une zone d'effets principaux où vous retrouvez vos options de dématrissage directement. Donc vous pouvez aller à la volée, attribuer un espace couleur et un gamma, ou changer la balance des blancs, ou changer l'exposition. Et ça vous évite de faire des allers-retours avec un logiciel tiers où vous le faites directement, même pendant votre montage, pourquoi pas. C'est très simple, ça pose aucun souci. Il n'y a pas besoin d'avoir un plugin compliqué, ça marche de base. On va regarder comment on met une lutte sur tout ça. J'ai fait un calque d'effet, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez le mettre directement sur le rush, mais je vous recommande de passer par un calque d'effet si vous voulez en employer plusieurs et puis mélanger les dimets, les opacités. Là, on est dans le module lumétrie. On va lui chercher la lutte qui lui convient. Ça s'appelle lutte en entrée. C'est pas très heureux, mais ça marche bien quand même. C'est pas grave. Et donc ça, c'est les luttes Canon. Je vous conseille d'aller dans les luttes 3D. Et puis la complexité mathématique entre 16, 17, 33 et machin. Prenez les 33, ça vous suffira amplement à mon avis. Les trois premières luttes que vous voyez, c'est BT709, tout quelque chose, ça ne vous concerne pas, parce que vous venez du RAW, sauf si vous développez votre RAW en BT709, mais c'est un petit peu quand même se faire du mal. Donc vous allez prendre une lutte Cinema Game-Out Canon Log 2, tout BT709 pour aller vers BT709, et au passage, je vous conseille tout BT709 WideAir, parce qu'on va se faire plaisir, on va avoir un petit peu de... Mais bon, si vous vouliez faire du BT2020, il suffira de prendre la lutte Cinéma, Game-Out, tout BT2020, et ainsi de suite. Et j'ai fait des caps pour y revenir après si c'est pas clair. Donc vous voyez, la lutte, directement, elle vous met... votre image est déloguée, et puis vous pouvez faire votre étalonnage créatif comme vous avez envie. Donc là, on a quelque chose qui est pas mal. Je vais aller sur ma page ici, marqueur 2, je vais poser une image clé dynamique. Et je vais m'avancer un petit peu plus loin dans mon scénario, c'est-à-dire juste ici, c'est un moment où je ne vois strictement rien, j'ajoute une nouvelle image clé.
Et donc là, je vais recommencer mon étalonnage primaire, sauf que maintenant, j'ai besoin d'augmenter un peu la luminosité. Et grâce à ma pipette ici, je fais ma balance des blancs. OK. Dernière étape. Donc j'ai juste ajusté légèrement la position des images clés. L'idée, c'est de faire correspondre les changements d'étalonnage avec les changements dans l'image. Et voilà, on y a passé à peu près 3 minutes 50. Et on a pu couvrir 3 diaphs différents et 3 balances des blancs différentes. Alors là, vous avez vu ce que ça donne avec 3 courbes. Mais pour ceux qui sont un petit peu habitués à la prise de vue, j'ai fait quelques prises de notes tout à l'heure. Donc là, ici en extérieur, on est à diaph 16, normalement. OK. Alors, retenez juste le chiffre, diaph 16. La porte se ferme ici. Dans cette zone, mon diaph est à 0,4, normalement. Ce sont des mesures qu'on a fait avec une sonde. Juste ici, où j'ai la même luminosité que dehors, okay, mon diaph devrait être à 1. Donc de 16 à 1. Et ici, on est à 8 à l'intérieur. Donc, on peut faire le calcul assez rapidement, mais on a une bonne dizaine de diaphs qu'on a parcouru. Donc, c'est plutôt pas mal. Enfin, il y a quelques années, en fait, c'était littéralement impossible de faire ce genre de choses. Et là, ça veut dire quoi ? En fait, pour ceux qui ont assisté tout à l'heure au tournage, on a éteint toutes les lumières du hall de l'école. Donc, on a plongé dans le noir l'école. On est sorti dehors. On est rentré en plan séquence. On était dans ce bureau dont les LED au plafond étaient allumés. Et on a posé des projecteurs nulle part. Donc c'est plutôt une belle perspective niveau tournage. Dernière information, on travaille avec un diaph 4 sur la cam pour une question technique. Du coup, on était à 3200 ISO. Mais ça, c'est plus après pour faire écho avec ce que proposait Greg tout à l'heure. Mais du coup, ce plan ici, il est à 3200 ISO. Et moi, derrière, j'ai rajouté un petit peu de courbe. Et on a une image qui reste très propre à la diffusion. On a un tout petit peu de bruit ici au niveau de la porte. Et moi, je suis en version gratuite sur DaVinci Resolve, donc pas de denoiser, rien. Promis. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer pour la manière dont on peut exploiter intelligemment du RAW.